Imaginez-vous vous réveiller dans un endroit qui n'existe pas. Le sol se dissout sous vos pieds, le ciel change de couleur à chaque battement de paupières, et tout ce que vous touchez semble fait de souvenirs. Vous essayez de courir, mais votre corps ne répond pas. Vous criez, mais le son ne sort pas. Vous ressentez de la peur, de la confusion et l'étrange sensation d'être à l'intérieur de quelque chose que vous devriez savoir, mais que vous ne connaissez pas. Puis, soudain, vous vous réveillez. Votre cœur s'emballe, la pièce redevient réelle, et vous pensez, quel rêve fou. Mais et si ce n'était pas qu'un rêve? Et s'il avait un sens caché, un message codé que votre subconscient tentait de vous transmettre? Carl Jung croyait que rien dans l'esprit humain n'est aléatoire. Pour lui, les rêves sont un pont entre le conscient et l'inconscient, un langage symbolique créé par l'âme pour parler au moi éveillé. Ce que l'ego ignore, l'inconscient le répète jusqu'à ce qu'il soit entendu. Les images qui nous envahissent pendant le sommeil ne sont pas des illusions dénuées de sens, ce sont des messages codés. Elles proviennent des profondeurs de la psyché, d'un territoire que Jung appelait l'inconscient collectif, une dimension où sont stockées les expériences, les souffrances et les archétypes de l'humanité tout entière. Chaque rêve est un fragment de cette carte invisible, un reflet de ce que nous ne pouvons pas encore comprendre en nous-mêmes. C'est pourquoi certains rêves reviennent tout au long de la vie. On rêve de tomber, de fuir, de perdre ses dents ou d'être nu en public. Ces thèmes universels ne naissent pas par hasard. Ils sont l'expression symbolique de peurs et de vérités inscrites dans notre structure psychique à tous. Le rêve de tomber, par exemple, symbolise la perte de contrôle, la plongée dans l'inconnu, l'effondrement de l'ego. C'est la descente dans l'inconscient, le voyage que chaque être humain entreprend inévitablement face à son propre abîme. Le rêve d'être nu en public, en revanche, est l'archétype de la vulnérabilité, de l'exposition à la vie, de la peur d'être vu tel qu'on est vraiment. Ce sont des images qui n'appartiennent pas qu'à vous. Elles nous appartiennent à tous. Jung disait que l'inconscient est un artiste qui utilise des métaphores pour nous enseigner ce que la raison ne peut comprendre. Il peint avec des symboles, parle avec des images et utilise l'absurde comme un miroir. Ce qui semble illogique dans les rêves relève en réalité de la logique d'un langage plus ancien, celui de l'âme. Pendant le sommeil, les barrières du raisonnement rationnel disparaissent et des images émergent des couches les plus profondes de l'esprit. Dans cet état, l'inconscient se manifeste dans sa forme la plus pure, révélant à la fois nos traumatismes et notre potentiel le plus caché. Le problème, c'est que nous n'entendons presque jamais ce qu'il essaie de dire. Nous nous réveillons et oublions vite. Nous rions de l'absurde, ignorons la peur, tournons la page. Alors, l'inconscient doit crier toujours plus fort, créant des rêves toujours plus intenses, jusqu'à ce que nous soyons obligés de regarder. Il ne fait pas cela pour nous punir, mais pour nous guérir. Car, pour Jung, l'inconscient n'est pas l'ennemi de la conscience. C'est l'autre pôle de l'âme. Tandis que l'ego recherche l'ordre, l'inconscient recherche la plénitude. Le conflit entre les deux est ce qui nous fait grandir. Mais il y a des moments rares et précieux où quelque chose change. On est en plein rêve et on réalise soudain, ce n'est pas réel. C'est comme si une lumière s'était allumée dans l'obscurité. Le décor reste le même, les rues déformées, le ciel liquide, les gens qui semblent s'évaporer, mais on sait qu'on rêve. Cet instant marque la naissance de la lucidité, la rencontre entre le conscient et l'inconscient. Et c'est là que l'histoire bascule. Le rêve lucide est plus qu'un phénomène neurologique. C'est un événement spirituel. Lorsque vous vous éveillez dans un rêve, quelque chose s'éveille aussi en vous. Jung appellerait cela le début de l'individuation, le processus par lequel un être humain devient entier, unissant ses parties fragmentées. Le rêve lucide est la métaphore parfaite de ce processus, la plongée consciente dans l'inconscient et la reconnaissance de sa propre création. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à réaliser que nous rêvons? Pourquoi acceptons-nous l'impossible comme s'il était réel? Jung répondrait que l'ego est, par nature, aveugle aux symboles. Il ne croit qu'en ce qu'il peut contrôler. Dans le rêve, le contrôle disparaît et l'ego se retrouve perdu dans un monde régi par des lois qu'il ne comprend pas. Mais c'est précisément dans ce chaos que l'inconscient tente de nous apprendre quelque chose. Il nous place dans des situations symboliques afin que nous reconnaissions les parts de nous-mêmes que nous nions. Lorsque vous rêvez d'être poursuivi, vous ne fuyez peut-être pas un ennemi, mais un aspect de votre propre ombre, la part de votre âme qui contient tout ce que vous avez rejeté, la colère, l'envie, le désir, la culpabilité, l'instinct. Jung disait que l'ombre est l'autre, en nous, et que l'affronter est le premier pas vers la connaissance de soi. La fuir est ce qui entretient le cauchemar. L'affronter est ce qui éveille la lucidité. Ainsi, chaque rêve lucide commence par un acte de courage. Il ne s'agit pas seulement de réaliser que l'on rêve, mais d'accepter la vérité symbolique que le rêve tente de révéler. Lorsque vous vous réveillez dans le rêve, votre inconscient vous invite à participer consciemment à votre propre transformation. C'est comme s'il vous disait «
Maintenant que tu me vois, que vas-tu faire de moi? La plupart des gens profitent de ce moment pour jouer avec l'impossible, voler, traverser les murs, créer des mondes. Et en effet, tout cela est possible, car le rêve lucide est une création de l'esprit. Mais Jung nous avertit, la véritable valeur ne réside pas dans le contrôle du rêve, mais dans son écoute. Le contrôle est un piège de l'ego, l'écoute est la voie vers le soi, le centre spirituel de la psyché, la totalité de l'être. À ce stade, le rêve lucide devient un outil de connaissance profonde de soi. Il permet à l'ego d'observer l'inconscient sans être englouti par lui. C'est une sorte de dialogue entre les mondes, un espace où la conscience peut contempler sa propre origine. Jung comparait ce processus à l'alchimie, le travail intérieur qui transforme le plomb de l'inconscient en or de la sagesse. L'âme, pour lui, est une substance vivante en quête d'intégration. Les rêves sont ces réactions chimiques, ces mouvements naturels vers l'équilibre. Quand on rêve, l'inconscient tente de compenser le déséquilibre de l'ego. Si l'on est trop rationnel, le rêve nous plonge dans l'irrationnel. Si l'on est rigide, il nous confronte au chaos. Si l'on se croit invulnérable, il nous révèle nus et sans défense. Les rêves sont la force guérisseuse de la psyché, tentant de rétablir le dialogue entre ce qui est vu et ce qui a été oublié. Mais presque personne ne prend cela au sérieux. Nous vivons entourés de distractions, prisonniers d'un monde d'images l'extérieur écran, information, bruit et nous oublions les images intérieures qui nous façonnent. Jung appelait cela « la perte de l'âme moderne ». Il voyait dans la société occidentale une fuite constante de l'inconscient, une peur du silence et de l'introspection. Et il mettait en garde, ce que vous niez, l'inconscient le transforme en destin. Ainsi, lorsque les rêves deviennent répétitifs ou perturbants, ils ne cherchent pas à nous hanter, mais à nous réveiller. Ils nous appellent à la plénitude. Le rêve lucide est la réponse la plus directe à cet appel, car il permet enfin à la conscience de regarder l'inconscient en face. C'est le moment où le chercheur trouve le miroir et découvre que le monstre du rêve n'est que le reflet de ce qu'il doit intégrer. L'inconscient collectif est rempli d'images qui traversent les siècles, héros, démons, anges, rois, mères, enfants perdus. Chaque symbole est une force vive qui s'exprime à travers nous. Rêver d'une figure archétypale ne signifie pas seulement voir quelque chose de personnel, mais toucher à une mémoire ancestrale. Le héros en difficulté représente l'élan de dépassement qui habite toute l'humanité. Le vieux sage représente la sagesse cachée que le guide intérieur cherche à révéler. L'enfant représente la renaissance de l'âme. Le rêve lucide permet de dialoguer avec ces figures, de dialoguer avec ses propres archétypes. C'est une expérience initiatique. Et pourtant, s'éveiller dans un rêve exige de la pratique. L'esprit doit apprendre à percevoir l'irréel comme tel un paradoxe complexe, car pendant le sommeil, le cerveau croit tout ce qu'il crée. Mais Jung disait que l'inconscient ne s'oppose pas à la conscience, il attend simplement qu'elle la reconnaisse. Lorsque vous commencez à prêter attention à vos rêves, quelque chose en vous change. C'est comme si l'inconscient, réalisant qu'il est enfin entendu, commençait à parler plus clairement. Rêver, c'est se souvenir de qui nous étions avant de devenir ce que nous sommes. C'est retourner aux racines invisibles de l'esprit. Jung voyait les rêves comme le messager de Dieu dans l'âme, non pas un Dieu extérieur, mais l'étincelle divine qui habite l'inconscient et guide le processus d'individuation. Il disait que chaque être humain porte en lui une image de plénitude qu'il appelle à l'intégration, et que les rêves sont les signes de cet appel. Le rêve lucide, c'est quand on répond au téléphone. C'est quand l'ego s'éveille en ce qui nous a toujours appelés. C'est le début du dialogue avec le mystère. Dès lors, tout change. On commence à réaliser que les mondes que l'on crée en rêve ne sont pas si différents de ceux que l'on construit à l'état éveillé. Tous deux sont l'expression d'une même psyché. La différence, c'est que, dans les rêves, les masques tombent plus vite. Mais tout le monde n'est pas prêt à cette rencontre. Jung nous a averti que la lumière de la conscience peut aveugler lorsqu'elle arrive trop tôt. C'est pourquoi certains ressentent le rêve lucide comme effrayant. L'inconscient, observé directement, révèle des vérités que l'ego n'est pas encore prêt à percevoir. Par conséquent, le rêve lucide ne doit pas être forcé, mais cultivé, comme quelqu'un qui apprend à écouter le silence jusqu'à entendre le cœur de son âme. La lucidité n'est pas la fin du sommeil, mais son éveil. C'est l'âme qui reconnaît qu'elle crée sa propre réalité. Quand on réalise que le rêve obéit à nos pensées, on comprend que tout dépend de nous. Et, en un éclair, la frontière entre créateur et créature disparaît. Le rêveur devient le rêve lui-même. C'est l'instant de l'épiphanie, l'instant où l'inconscient révèle son secret le plus profond. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de l'intérieur. Jung croyait que la vie éveillée et la vie onirique étaient les deux côtés d'une même rivière. Ce qui se passe d'un côté se reflète de l'autre. Lorsque vous commencez à devenir lucide dans vos rêves, vous commencez également à devenir lucide dans la vie. Vous commencez à percevoir des schémas, des répétitions, des projections.
Vous commencez à reconnaître quand la peur n'est qu'une ombre, quand le désir n'est qu'un reflet, quand l'autre n'est qu'un miroir. La lucidité nocturne se transforme en conscience diurne. Et c'est peut-être là le véritable but du rêve lucide, non pas le plaisir de maîtriser l'impossible, mais la sagesse de réaliser que l'impossible a toujours été votre création. Le rêve lucide est le laboratoire de l'âme, où l'être apprend à observer ses propres pensées se matérialiser en forme, en son et en émotion. C'est la répétition silencieuse de la conscience se préparant à l'éternité. Mais le mystère demeure. Que se passe-t-il exactement lorsque l'ego s'éveille dans l'inconscient? Pourquoi l'esprit est-il capable de créer des univers entiers pendant que le corps dort? Et si la réalité n'était qu'un autre type de rêve, plus stable, plus partagé, mais néanmoins un rêve? Jung n'a jamais répondu à ces questions avec certitude. Il préférait vivre dans le mystère. Il disait que l'inconscient ne devait pas être disséqué, mais respecté. Car plus on tente de le dominer, plus il se transforme. L'inconscient est la mer, et l'ego, une simple vague. Dans le rêve lucide, cette vague perçoit l'océan, l'espace d'un instant, comprend qu'elle n'en a jamais été séparée. Quand le soleil se lève et que vous vous réveillez, peut-être que rien autour de vous n'a changé. La pièce reste la même, l'horloge indique la même heure. Mais quelque chose en vous change. Vous avez l'impression d'avoir vu quelque chose d'inexplicable, seulement vécu. Et c'est à cet instant, entre le sommeil et l'éveil, que la voix de Jung résonne comme un murmure ancien, qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. Et si c'était précisément ce que le rêve lucide voulait enseigner, que toute réalité, éveillée ou non, n'est qu'un reflet de ce que nous portons en nous? Si tel était le cas, le véritable éveil ne se produit ni dans le rêve, ni au réveil, mais au moment où nous comprenons que les deux font partie d'un même rêve plus vaste, celui que l'inconscient collectif rêve à travers nous depuis la nuit des temps. Ainsi, le premier pas est franchi. L'âme commence à se souvenir de qui vous êtes. L'inconscient, satisfait, se tait un instant, observant. La conscience, encore confuse, prend une profonde inspiration, percevant quelque chose de nouveau dans l'air, une présence, un appel, une promesse. Car ce qui nous attend ne sera pas seulement l'étude du sommeil, mais la descente dans ces royaumes invisibles. Et là, au cœur du mystère, Jung lui-même attend, prêt à guider le voyageur à travers les ombres de l'esprit et les lumières de l'éveil. Il y a un instant, presque imperceptible, où le monde du rêve et celui de l'éveil se touchent. C'est une ligne ténue, comme l'horizon au crépuscule. Le soleil est toujours là, mais la nuit commence déjà à tomber. Dans cet espace intermédiaire, quelque chose se produit. C'est alors que le rêveur réalise qu'il rêve. Le paysage qui l'entoure semble le même, les gens, les voix, les rues, mais une vibration différente flotte dans l'air. C'est comme si l'air se densifiait, le son se clarifiait et le temps s'élastiquait. On respire et on réalise, ce n'est pas réel. Et pourtant, tout est plus réel que jamais. Carl Jung disait que ce moment, l'éveil dans un rêve, est l'une des expériences les plus proches d'une révélation spirituelle pour un être humain. Car ce n'est pas seulement l'ego qui perçoit le rêve, c'est la conscience qui se perçoit elle-même. C'est l'instant où l'observateur se reconnaît comme créateur. Mais, curieusement, la plupart des personnes qui vivent ce phénomène ne le perçoivent pas comme quelque chose de mystique. Elles le décrivent comme une peur, un vertige. Soudain, j'ai su que je dormais, mais je n'arrivais pas à me réveiller. Ou encore, j'ai compris que c'était un rêve, mais tout est devenu si clair que j'ai cru devenir fou. La lucidité dans un rêve est un paradoxe. Le corps dort, mais l'esprit s'éveille. La frontière entre réalité et imagination s'estompe. Et c'est à ce moment-là que la psyché révèle toute sa puissance. Jung voyait dans le rêve lucide l'une des expressions les plus pures de la tension entre le conscient et l'inconscient. Il disait que l'inconscient n'est pas simplement un dépôt de souvenirs oubliés, mais un organisme vivant et dynamique en quête de dialogue. Lorsque l'ego s'éveille dans un rêve, l'inconscient ne s'efface pas, il observe. Il teste. Il s'approche. C'est le soi, le centre organisateur de la psyché, qui invite l'ego à une conversation directe. Imaginez une femme qui rêve qu'elle roule à toute vitesse sur une route déserte. La voiture perd le contrôle et elle a l'impression d'être sur le point d'avoir un accident. Mais soudain, quelque chose change, elle réalise que le volant ne répond qu'à ses pensées. Ce n'est pas la voiture qui est en danger, c'est elle. Elle prend une grande inspiration et pense « Arrêtez !» Et la voiture s'arrête. L'instant d'après, le rêve change du tout au tout. Le désespoir se dissipe et elle se retrouve au milieu de la route, sous un ciel étoilé. Elle regarde ses mains, les voit briller, translucides. La peur disparaît. Le lendemain, elle se réveille avec un inexplicable sentiment de soulagement, comme si quelque chose en elle s'était réconcilié. Pour Jung, ce n'est pas une coïncidence. Le rêve est un drame symbolique, dont la rêveuse est le protagoniste.
Lorsqu'elle a réalisé que la voiture était une extension d'elle-même, elle a intégré une part de sa psyché qui la dominait auparavant, l'impulsion incontrôlée, la peur de l'échec et le désir de contrôle. L'inconscient, grâce au rêve lucide, a permis à l'ego d'expérimenter une nouvelle forme de liberté. Le contrôle du rêve ne concerne pas le rêve, mais bien soi-même. Mais il y a aussi ceux qui ne supportent pas ce réveil. Un jeune homme rêve qu'il est suivi. Il court dans les rues désertes, le cœur battant la chamade. Ses jambes sont lourdes, son souffle court. Il sait que quelque chose ne va pas, que c'est impossible, mais la terreur est si grande que sa conscience vacille. Soudain, il se retrouve flottant au-dessus de la Seine, regardant son propre corps courir. Il comprend que c'est un rêve, mais il ne peut pas revenir. Il se sent coincé entre deux mondes. À son réveil, il transpire, épuisé, avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'indescriptible. Jung expliquerait que, dans ce cas, la conscience a touché une couche trop profonde de l'inconscient sans préparation. L'ego a tenté de regarder directement dans l'abîme, mais l'abîme lui a également renvoyé son regard. Il disait que la lumière de la conscience est un don dangereux, si elle arrive trop tôt, elle aveugle. Par conséquent, le rêve lucide, bien que fascinant, impose le respect. Ce n'est pas un jouet de l'esprit, c'est un portail. La lucidité dans un rêve est la même que celle que la vie exige de nous à l'état de veille. Combien de fois agissez-vous en mode pilote automatique, répétant des comportements, répondant à des émotions sans en comprendre l'origine? Combien de fois ressentez-vous de la colère, de la peur ou de la jalousie, sans réaliser que vous ne réagissez pas au présent, mais à quelque chose d'ancien, né en vous il y a longtemps? Jung disait que nous passons une grande partie de notre vie à rêvasser, prisonniers de récits intérieurs que nous projetons sur le monde extérieur. Et la véritable lucidité consiste à percevoir le rêve au fur et à mesure qu'il se déroule. Lorsque vous reconnaissez un schéma émotionnel, lorsque vous réalisez qu'une situation se répète et décidez d'agir différemment, vous vivez un rêve lucide à l'état de veille. Le principe est le même, distinguer la création de l'esprit de la réalité. Dans les rêves, cela se manifeste littéralement. Dans la vie, cela se manifeste symboliquement. Mais le processus est identique, l'éveil au sein de sa propre intrigue. La première fois que Jung réalisa cela, il ne dormait pas. Il était dans un train, rentrant chez lui, lorsqu'il ressentit une force intérieure presque palpable. C'était comme si deux parties de lui-même conversaient silencieusement. D'un côté, l'homme rationnel, le scientifique, héritier de la tradition médicale. De l'autre, une voix profonde et ancienne qui s'exprimait en symboles et en images. Il appela cette voix l'âme. Et il comprit que la tâche de la vie humaine est de réconcilier ces deux forces, le conscient et l'inconscient, jusqu'à ce qu'elles ne forment plus qu'une seule conscience. C'est pourquoi le rêve lucide est si symbolique. Il représente le moment précis où l'âme et l'ego se rencontrent. Lorsque le rêveur réalise qu'il rêve, l'ego reconnaît le pouvoir créateur de l'inconscient. Il comprend, ne serait-ce qu'un instant, que le monde qui l'entoure est une projection de l'esprit. Et cette prise de conscience est transformatrice. Certaines personnes rapportent qu'après avoir vécu un rêve lucide, elles commencent à percevoir la réalité différemment. Elles ont l'impression que tout est plus vivant, plus connecté. D'autres disent être devenues plus créatives, plus intuitives, comme si le rêve avait ouvert un canal de perception. Cela se produit parce que l'inconscient, une fois reconnu, commence à coopérer. Il cesse d'agir en secret et commence à se manifester comme un allié. Mais ce processus n'est pas linéaire. Parfois, l'inconscient teste le rêveur en lui présentant des images perturbantes. Il est fréquent que les rêves lucides soient instables au début. Le paysage change brusquement, le sol s'effondre, le corps se désagrège. Jung disait que cela se produit parce que l'ego n'est pas encore assez solide pour supporter l'expérience. C'est comme un enfant essayant de maintenir son reflet dans l'eau, le moindre mouvement brusque déforme tout. L'esprit humain est un champ de force. Lorsque vous vous éveillez dans un rêve, vous y entrez consciemment. Tout ce que vous pensez, ressentez ou craignez se manifeste instantanément. C'est une expérience radicale de responsabilité personnelle. Si vous ressentez de la peur, le rêve s'assombrit. Si vous faites confiance, le rêve s'ouvre. C'est l'inconscient qui nous enseigne l'une des leçons les plus difficiles, la réalité extérieure est le reflet de l'état intérieur. Un homme raconta un jour avoir appris cette leçon à ses dépens. Dans son premier rêve lucide, il décida d'affronter ce qui l'avait toujours tourmenté, la peur de la mort. Dans ce rêve, il marchait dans un désert sans fin. Le ciel était rouge et l'air semblait vibrer. Soudain, il aperçut au loin une silhouette encapuchonnée. La terreur le submergea, mais au lieu de fuir, il se rappela, c'est un rêve. Il s'avança et dit, montre-moi qui tu es. La silhouette s'approcha lentement. Lorsqu'il souleva la capuche, il vit son propre visage. Il se réveilla en larmes. Pour Jung,
ce serait l'exemple parfait d'intégration symbolique. La figure de la mort était un aspect de l'ombre, une image de l'inconnu qu'il avait toujours évité. En l'affrontant, le rêveur a compris que la peur de la mort était en réalité la peur de vivre pleinement. Et dans cette rencontre, quelque chose a été transformé. L'âme n'a pas besoin de détruire la peur, elle doit l'illuminer. La lucidité, en rêve comme dans la vie, est toujours un acte d'illumination. Mais cette lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle émerge du centre, du point de rencontre entre l'ego et l'inconscient. Jung décrivait ce point comme le soi, le cœur de la psyché, en quête constante d'équilibre entre des forces opposées. Lorsque le rêveur s'éveille dans le rêve, le soi l'observe, l'espace d'un instant, tout le système s'harmonise. Mais attention, l'ego peut tomber amoureux de ce sentiment de pouvoir. Nombreux sont ceux qui pensent que le but du rêve lucide est de tout contrôler, voler, manipuler l'environnement, créer l'impossible. Jung nous avertissait, plus l'ego recherche le pouvoir, plus il s'éloigne de son centre. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination du rêve, mais dans l'écoute de ce qu'il essaie de vous dire. Car l'inconscient est intelligent. Il sait quand on l'utilise comme divertissement et quand on l'écoute comme un oracle. Dans les rêves lucides authentiques, il y a toujours un moment où le rêve commence à parler. Parfois, c'est une voix, parfois une sensation, un geste, une présence. Jung appelait cela une rencontre avec le « vieux sage », archétype de la sagesse intérieure. D'autres fois, l'image de Elle, enfant divin, symbole de la renaissance spirituelle, émerge. Ces rencontres ne sont pas des inventions, ce sont des manifestations de l'inconscient qui tentent de communiquer quelque chose d'essentiel. Après des années à tenter de faire des rêves lucides, un homme y parvint enfin. Dans son rêve, il se trouvait dans une bibliothèque infinie. Les étagères atteignaient le plafond et semblaient bouger toutes seules. Il savait qu'il rêvait. Il marcha parmi les livres et en sortit un volume doré. Lorsqu'il l'ouvrit, il n'y avait plus de mots, seulement le reflet de son propre visage. À son réveil, il eut l'impression d'avoir lu quelque chose, même s'il ne se souvenait plus de son contenu. Il passa la journée en silence, avec une étrange sensation de paix. Pour Jung, ce rêve était une métaphore parfaite de l'individuation. Le livre d'or symbolise la sagesse intérieure. Le reflet dans le miroir représente la reconnaissance du soi. L'inconscient démontrait une fois de plus que la connaissance la plus profonde ne réside pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dans la vie éveillée, ces symboles continuent de se manifester. La personne commence à percevoir des coïncidences significatives, des synchronicités, comme les appelait Jung. C'est comme si le monde extérieur se mettait à réagir à des mouvements intérieurs. Une chanson retentit au moment précis où l'on pense à quelqu'un. Un livre tombe de l'étagère avec la citation que l'on avait besoin de lire. Un inconnu dit quelque chose qui répond à une question silencieuse. Ce sont de petits échos de l'inconscient collectif, nous rappelant que tout est lié. Le rêve lucide est la version nocturne de cette synchronicité. Il démontre symboliquement que l'univers intérieur est aussi réel que l'univers extérieur. Les lois qui régissent les rêves, la pensée crée la forme, l'émotion façonne la réalité, opère également, plus subtilement, dans la vie éveillée. La seule différence réside dans le degré de densité de la matière. Jung croyait que l'être humain vit entre deux mondes, le conscient et l'inconscient. La plupart des gens vivent uniquement concentrés sur l'extérieur, persuadés que la réalité est ce qu'on peut toucher. Mais la véritable croissance se produit lorsqu'on apprend à regarder à l'intérieur. Et le rêve lucide est une école pour cela. Il enseigne, nuit après nuit, que la réalité est malléable, que l'esprit est créatif et que l'inconscient n'est pas un ennemi, mais un guide. Parfois, cependant, le guide prend des formes effrayantes. Il se déguise en tempête, en animal, en inconnu. C'est l'ombre qui cherche à être reconnue. Jung disait que tout ce qui n'est pas intégré revient sous forme de destin. Et le rêve lucide nous offre la possibilité de changer ce destin, d'accepter ce qui a été nié avant qu'il ne devienne souffrance. S'il y a un secret derrière cette expérience, c'est que l'inconscient veut être vu. Il ne cherche pas à soumettre, mais à compléter. Il veut que l'ego prenne conscience de son origine et reconnaisse que toute séparation est illusoire. Le rêve lucide est le moment où cette réconciliation commence. Et puis vous vous réveillez. La pièce est encore sombre, mais une nouvelle clarté résonne en vous. Quelque chose de silencieux, comme un écho lointain. Votre corps s'éveille, mais votre âme est toujours de l'autre côté, à vous observer. Vous avez l'impression que ce n'était pas qu'un rêve. Vous avez l'impression que quelqu'un ou quelque chose essayait de vous dire quelque chose. Et peut-être était-ce Jung, murmurant depuis l'inconscient collectif, vous rappelant qu'à chaque fois que vous vous réveillez dans un rêve, l'univers se réveille avec vous. Car au final, le rêve lucide n'est pas seulement une expérience nocturne. C'est un symbole de la vie elle-même, la conscience qui tente de s'éveiller en elle-même. Et chaque fois que vous réalisez que vous rêvez,
ne serait-ce qu'un instant, le monde entier bascule légèrement, comme si l'inconscient lui-même, satisfait, souriait dans l'obscurité et disait « Oui, maintenant tu commences à te souvenir ». Lorsque le corps dort, la conscience descend par étapes invisibles. Aucun bruit ne marque le début de cette descente. Elle se produit silencieusement, presque imperceptiblement, comme une marée qui se retire avant une tempête. Le monde physique se dissout, le poids du corps disparaît, et peu à peu, une autre réalité émerge, une réalité qui obéit non pas aux lois de la matière, mais à celles de l'esprit. C'est dans ce territoire mystérieux que Jung disait que l'âme se meut librement, en quête d'équilibre, de sens et de révélation. Le sommeil, pour lui, n'était pas un repos biologique, mais un voyage spirituel. Chaque nuit, l'être humain plonge dans ses propres abîmes, redécouvrant des fragments oubliés d'eux-mêmes. La science décrit le sommeil par phase, avec précision et méthode. Les ondes cérébrales ralentissent, la respiration s'approfondit, le cœur ralentit. Mais Jung voyait cela plus que de la physiologie. Il le voyait comme un rite de passage, une séquence symbolique par laquelle l'âme se prépare à franchir le portail de l'inconscient. Chaque phase du sommeil était une étape de ce voyage, détachement, abandon, immersion et éveil intérieur. Tout comme lors des initiations anciennes, l'initié doit perdre le contrôle, affronter le vide et finalement renaître. L'esprit moderne appelle cela le cycle du sommeil. Jung le qualifierait de pèlerinage de la conscience. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce processus d'abandon à l'obscurité chaque nuit. C'est un acte de confiance silencieuse. On s'allonge, on ferme les yeux et on laisse tout ce qui soutient notre identité travail, soucis se dissoudre. Le sommeil est la première forme de foi que l'on apprend. C'est le moment où l'ego accepte sa disparition pour que quelque chose de plus grand puisse le recréer. Et c'est pourquoi les rêves ont un pouvoir si profond, ils naissent de la même source que la foi, l'art et l'instinct. Le sommeil est le laboratoire de l'inconscient, et les rêves, sa voix. Mais que se passe-t-il exactement lorsque nous franchissons ce seuil ? Où va la conscience lorsque le corps se repose ? Le cerveau crée-t-il, ou se contente-t-il de traduire, quelque chose qui existait déjà ? Qu'est-ce qui s'éveille en nous lorsque tout semble s'endormir ? Les premières phases du sommeil sont des portes qui s'ouvrent lentement. Le corps se détend, le monde extérieur s'efface et l'esprit entre en état de suspension. C'est un espace intermédiaire, un corridor entre le réel et le symbolique. À ce stade, les premières images disjointes émergent, visages, lieux, fragments de souvenirs. Ce sont comme des échos du jour qui se mêlent à l'inconscient, formant une mosaïque de sensations. Jung pensait que c'est à ce moment que l'ego commence à perdre le contrôle et c'est précisément à ce moment que l'inconscient se manifeste. Cette phase initiale est une transition, et comme toute transition, elle engendre une certaine vulnérabilité. Il est fréquent de ressentir de légères chutes, des spasmes et des rêves rapides et confus. La psyché se détache du corps. C'est une répétition générale du détachement. La respiration s'ajuste, le cœur ralentit et l'âme se prépare à plonger plus profondément. Jung comparait cet état à la surface d'un lac, nous voyons encore le reflet de la réalité, mais les profondeurs nous appellent déjà. Et puis vient le plongeon. Les ondes cérébrales ralentissent, la conscience s'estompe. C'est le sommeil profond, la nuit de l'esprit. À ce stade, l'ego se dissout presque complètement. C'est pourquoi nous nous souvenons rarement de cette phase. La psyché est immergée dans les eaux primordiales de l'inconscient collectif, en communion avec le tout. Jung disait que dans cet état, nous sommes au plus près du soi, le centre organisateur de la psyché. C'est le ventre de la création, le lieu où l'âme se reconstruit. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des nuits où vous vous réveillez avec un sentiment différent, comme si quelque chose d'invisible s'était réorganisé en vous ? Parfois, vous vous réveillez plus léger, d'autres fois silencieux, comme si vous aviez traversé une épreuve. Que se passe-t-il dans cet espace sans mémoire ? Que fait l'âme pendant que l'ego dort ? Les anciens croyaient que, pendant le sommeil, l'esprit quittait le corps et visitait d'autres mondes. Jung n'y voyait pas une superstition, mais une métaphore d'un phénomène réel. L'esprit voyage à travers des dimensions intérieures. Ces dimensions sont faites d'images, et chaque image est porteuse d'une signification archétypique. Une forêt sombre peut représenter la peur de l'inconnu. Un océan profond, l'inconscient collectif. Un animal sauvage, l'énergie instinctive de l'âme. L'esprit crée des symboles car c'est à travers eux qu'il comprend l'invisible. Durant la phase REM, les yeux bougent sous les paupières comme s'ils observaient un autre monde. La science explique ce mouvement par le reflet de l'activité neuronale. Jung dirait qu'ils sont les yeux de l'âme, témoins du théâtre de l'inconscient. C'est durant cette phase que le rêve devient clair, que les personnages prennent leur voix et que le décor paraît réel. C'est alors que l'inconscient commence à parler suffisamment fort pour que l'ego l'entende, même endormi. Et que dit-il ? Que nous dit l'inconscient avec tant d'insistance ? L'inconscient parle par métaphore. Il n'enseigne pas, il montre.
Ils ne discutent pas, ils révèlent. C'est pourquoi les rêves sont si étranges. Ce qui paraît absurde à la logique est en réalité la tentative de la psyché de traduire quelque chose d'immense en une image compréhensible. Jung disait que l'inconscient est un artiste et que, comme tout artiste, il utilise le symbolisme pour exprimer des vérités inaccessibles aux mots. Rêver de noyade ne se résume pas à la peur de l'eau. C'est l'inconscient qui manifeste l'effondrement du contrôle. C'est le symbole de l'ego englouti par la totalité. Rêver de voler, c'est l'élan de l'âme vers la liberté, l'esprit qui tente d'échapper aux liens de la matière. Chaque image est une pièce d'un puzzle invisible. Et si un rêve n'était pas seulement une création mentale, mais une expérience réelle sur un autre plan d'existence? Et si chaque rêve était un moyen pour l'âme d'explorer des possibilités, de guérir des blessures ou d'imaginer l'avenir? Jung croyait que l'inconscient n'est pas limité par le temps linéaire. Il peut accéder au passé, au présent et au futur comme s'il ne faisait qu'un. C'est pourquoi certains rêves semblent prédire des événements ou apporter des réponses qui n'ont de sens que quelques jours plus tard. L'inconscient évolue symboliquement, mais aussi de manière synchrone. Il agit selon les besoins de l'âme, et non selon la logique de l'horloge. Le sommeil profond est le point le plus mystérieux de ce voyage. Là, le corps est immobile, le cerveau silencieux, mais quelque chose en nous demeure actif. C'est le cœur de la psyché qui travaille en silence, équilibrant les tensions internes, réorganisant les souvenirs et les émotions. Jung voyait ce processus comme une forme d'alchimie. L'inconscient est le foyer, et le rêve, la vapeur qui s'échappe de la transformation. Et que se passe-t-il lorsque l'ego tente d'intervenir dans ce processus? Lorsque l'esprit s'éveille prématurément et tente d'observer l'invisible? C'est à ce moment que naissent les expériences de rêve lucide. La conscience s'éveille dans le rêve, et l'ego réexiste dans l'inconscient. Le résultat est paradoxal, le rêveur devient à la fois spectateur et créateur. Il peut agir, décider et transformer le scénario. Mais chaque choix est un miroir. S'il ressent de la peur, le rêve s'assombrit. S'il a confiance, le scénario s'ouvre. C'est l'inconscient qui teste l'ego, lui demandant « Êtes-vous vraiment éveillé ?» Beaucoup pensent que le rêve lucide est le summum de la liberté mentale. Mais Jung dirait que c'est le début de la véritable responsabilité. Car dans le rêve, tout ce que vous créez reflète qui vous êtes. Il n'y a ni masque, ni excuse. C'est vous, face à votre psyché dans sa forme la plus pure. Mais le rêve lucide est rare, et c'est peut-être pour cela qu'il est si sacré. Il exige un équilibre. Si l'ego domine trop, le rêve s'estompe. Si l'inconscient domine, la conscience s'estompe. Le point idéal se situe au milieu, là où règne la tension créatrice. C'est cette même tension qui anime l'univers, lumière et ombre, raison et instinct, contrôle et abandon. Combien de fois avez-vous eu l'impression de vivre en pilotage automatique, de répéter les jours sans vous rendre compte du temps qui passe? Et si la vie n'était qu'un rêve sans lucidité? Jung croyait que l'éveil dans un rêve est une métaphore de l'éveil dans la vie. Lorsqu'une personne réalise qu'elle rêve, elle comprend qu'elle est l'auteur de son propre récit. De même, lorsqu'elle réalise qu'elle vit inconsciemment, elle peut commencer à créer intentionnellement. Le rêve lucide est la répétition nocturne de la conscience diurne. Il nous apprend à voir le monde comme un symbole, et non comme une prison. Il y a quelque chose de profondément mystique dans ce processus. Le rêve lucide est comparable au moment où un alchimiste voit l'or émerger de la matière noire. C'est l'instant où l'inconscient reconnaît l'ego et l'accepte comme collaborateur. Jung y voyait un reflet du processus d'individuation, le chemin vers la plénitude. La lucidité dans les rêves reflète la lucidité de l'âme. Mais que se passe-t-il lorsque l'âme résiste? Lorsqu'il y a quelque chose dans l'inconscient que l'ego refuse de voir? Dans ces cas-là, le rêve devient un labyrinthe. Les images se répètent, les portes ne s'ouvrent pas et le rêveur se sent piégé. Jung disait que c'est le signe que quelque chose n'est pas résolu, un traumatisme, une vérité niée, une ombre oubliée. Le rêve n'est pas une punition, c'est une insistance. Il reviendra sans cesse jusqu'à ce qu'il soit compris. L'âme ne parle pas en punition. Elle parle en symbole. Lorsqu'un rêve vous confronte à la peur, ce n'est pas pour vous blesser, mais pour vous libérer. La douleur, dans ce contexte, est une invitation à l'intégration. C'est l'inconscient qui vous dit « Regarde-moi ». Avez-vous déjà fait un rêve si intense que vous vous êtes réveillé avec l'impression qu'il continuait de se produire, même éveillé? Avez-vous déjà eu l'impression que la frontière entre la réalité et le rêve était devenue trop mince? C'est le point où l'inconscient rejoint le conscient. C'est là que les messages franchissent le seuil. Nombreux sont ceux qui rapportent des expériences de ce type, des sons, des voix, des sensations physiques, des visions qui persistent quelques secondes après le réveil. La science les appelle hallucinations hypnagogiques. Jung les appellerait débordements symboliques, l'inconscient qui refuse toujours de se taire. Ces moments montrent que l'esprit n'est pas cloisonné. Il est continu,
tel un fleuve. Ce qui se passe dans les rêves résonne dans la vie éveillée, et ce qui se passe dans la vie éveillée influence les rêves. Nous sommes le même être des deux côtés. Nous changeons simplement notre façon de percevoir. C'est peut-être pour cette raison que certaines personnes trouvent la guérison grâce aux rêves. On rapporte que des personnes ont surmonté des traumatismes, des peurs et même des maladies après des expériences de rêves lucides intenses. Jung n'en serait pas surpris. Il croyait que l'inconscient possède une impulsion naturelle de guérison, la même impulsion qui pousse le corps à guérir ses blessures. Le rêve lucide rend simplement ce processus visible. Mais il y a quelque chose de plus profond, l'âme ne cherche pas seulement à se guérir elle-même, elle cherche à se comprendre. C'est pourquoi l'inconscient crée des histoires, des symboles et des personnages. Il s'exprime dans les mythes. Le rêve est le mythe personnel de chaque individu, et le mythe est le rêve collectif de l'humanité. Jung voyait dans les grands archétypes le héros, la mère, le vieux sage, l'enfant divin les mêmes images qui émergent dans les rêves. La différence est que, dans le mythe, ces forces parlent au monde. Dans les rêves, elles vous parlent directement. Et si chaque nuit était une conversation entre vous et l'univers lui-même? Imaginez qu'à chaque fois que vous fermez les yeux, votre inconscient s'approche de vous et vous demande « Te souviens-tu encore de qui tu es ?» La plupart d'entre nous ne répondent pas. Nous dormons profondément, prisonniers de l'oubli. Mais de temps à autre, quelqu'un s'éveille au cœur de ce dialogue. Et cet éveil change tout. Certains disent que le sommeil est une mort temporaire et que les rêves sont la preuve de la survie de l'âme. Jung a peut-être souri à cette idée. Il croyait que la psyché est immortelle, non pas au sens religieux, mais symbolique. L'inconscient collectif est l'océan d'où émergent toutes les consciences et vers lequel elles retournent toutes. Chaque rêve est une vague dans cet océan. En dormant, vous revenez à votre origine. Et que se passerait-il si nous apprenions à naviguer consciemment dans ces eaux? Peut-être comprendrions-nous que les rêves ne sont pas l'opposé de la réalité, mais sa continuation sur une autre fréquence. Que l'inconscient n'est pas une ombre, mais le reflet de la lumière que nous oublions de voir. Que dormir ne signifie pas fuir le monde, mais redécouvrir qui nous sommes vraiment. Jung a écrit que « le rêve est la petite porte cachée qui mène au sanctuaire le plus profond et le plus intime de l'âme ». Chaque nuit, cette porte s'ouvre. La plupart la franchissent sans s'en rendre compte. Quelques-uns, cependant, s'arrêtent, regardent et la franchissent consciemment. Ce sont les rêveurs lucides, les voyageurs de l'invisible, ceux qui osent voir ce que le sommeil révèle. Et c'est peut-être là la grande révélation, l'inconscient ne dort jamais. Il est toujours éveillé, à l'affût, attendant le moment propice pour parler. Et lorsqu'il parle en images. À nous de décider si nous voulons l'écouter ou continuer à croire que le silence de la nuit n'est qu'absence. Mais est-ce vraiment le silence? Ou est-ce simplement le son de l'inconscient qui appelle, patiemment, au bord du sommeil, attendant que le rêveur se réveille enfin? Tout commence par un clignement des yeux. Un léger mouvement presque imperceptible sous les paupières d'une personne plongée dans un profond sommeil. De l'extérieur, cela semble n'être qu'un réflexe inconscient, mais intérieurement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le rêveur réalise silencieusement qu'il rêve. À cet instant précis, les mondes visibles et invisibles fusionnent. Il voit, ou plutôt, s'éveille dans le rêve. C'est ce phénomène qui, il y a des décennies, a intrigué un jeune neuropsychologue américain du nom de Stephen LaBerge, un homme qui a osé prouver scientifiquement ce qui, jusque-là, était resté du domaine du mysticisme, la lucidité dans les rêves. LaBerge, alors qu'il était encore étudiant à Stanford, commença à faire des rêves lucides de lui-même. Contrairement à la plupart des gens, qui se réveillent effrayés ou confus, il était fasciné par la sensation d'être conscient au cœur d'un rêve. C'était comme découvrir une brèche dans la réalité, un fossé entre le conscient et l'inconscient. Déterminé à comprendre ce qui se passait, il transforma cette expérience subjective en projet scientifique. Mais comment prouver au monde qu'un rêveur peut être conscient pendant son sommeil? Comment enregistrer un événement qui se déroule dans l'esprit? C'est alors qu'il conçut une expérience qui allait changer à jamais la vision scientifique du sommeil. Il remarqua que pendant la phase paradoxale, les yeux du rêveur bougent rapidement, même si le reste du corps est paralysé. Il se demanda alors, et si un rêveur lucide pouvait intentionnellement bouger les yeux pendant son rêve, envoyant ainsi un signal visible à l'éveillé? Un code secret entre le rêve et le monde réel. Cette nuit-là, dans un laboratoire plongé dans l'obscurité, LaBerge était allongé, des capteurs fixés à la tête et aux muscles faciaux. Avant de s'endormir, il avait convenu avec les observateurs d'une séquence simple, bouger les yeux 2 fois à gauche et 2 fois à droite dès qu'il réalisait qu'il rêvait. Quelques heures plus tard, les moniteurs commençaient à enregistrer des mouvements oculaires aléatoires, rien d'anormal pendant le sommeil paradoxal. Mais soudain, entre les lignes de données, le schéma convenu apparut. Une ligne précise, répétée 2 fois, parfaitement symétrique.
L'impossible s'était produit, l'homme dormait, mais sa conscience était éveillée. Il s'agissait de la première preuve scientifique qu'il était possible d'être conscient pendant un rêve. Un phénomène jusque-là décrit uniquement dans les textes mystiques, bouddhistes et chamaniques était désormais documenté par la science. Laberge a répété l'expérience d'innombrables fois, avec différents participants, tous entraînés à reconnaître le moment où ils rêvaient. Et les résultats étaient toujours cohérents. Pendant le rêve lucide, le cerveau se comporte de manière unique. Les zones liées à la conscience de soi et à la prise de décision, normalement inactives pendant le sommeil, se réactivent. C'est comme si l'esprit, au milieu des ténèbres de l'inconscient, allumait une petite lumière. Jung, s'il était encore en vie, aurait vu dans cette expérience la confirmation d'une idée qu'il avait toujours pressentie: la conscience est un phénomène plus vaste qu'on ne l'imagine. Il soutenait que l'inconscient n'est pas un dépôt de souvenirs oubliés, mais un champ vivant, autonome et intelligent. Et lorsque l'ego s'éveille dans ce champ, une nouvelle forme de perception émerge. Le rêve lucide constituerait ainsi la frontière vivante entre le soi individuel et le soi, le centre unificateur de la psyché. Mais l'expérience de Laberge n'était qu'un début. Dans les années qui ont suivi, d'autres scientifiques ont commencé à explorer les limites de cette découverte. En 2012, des chercheurs de l'université de Francfort ont observé le cerveau de rêveurs lucides et ont constaté que, pendant la lucidité, l'activité du cortex frontal, la région responsable du raisonnement et de la conscience de soi, augmentait significativement. Autrement dit, lorsque vous rêvez lucidement, vous pensez et raisonnez dans le rêve comme si vous étiez éveillé. Cela signifie que le cerveau peut, en réalité, générer une expérience de la réalité aussi intense que l'état de veille, mais dans l'inconscient. Le plus surprenant est survenu peu après. Une étude menée en Allemagne a montré qu'il était possible de communiquer avec une personne en rêve. Durant la phase REM, les scientifiques posaient des questions simples en code sonore, comme « 2 + 3, ça fait quoi ?» Les rêveurs lucides répondaient en bougeant les yeux le nombre de fois correspondant. Le dialogue entre le monde de l'éveil et celui du rêve était devenu réel. Pour la première fois, l'humanité parlait à quelqu'un en plein rêve. Ces résultats ont suscité l'étonnement, mais aussi un certain malaise. Après tout, si l'on peut parler à quelqu'un en rêvant, le rêve est-il pour autant un espace inviolable? L'inconscient est-il accessible de l'extérieur? Jung dirait que l'inconscient est un territoire sacré, et que toute tentative de le dominer aurait des conséquences. L'inconscient, selon lui, n'est pas un objet d'étude, mais un interlocuteur. Il parle, mais écoute aussi. Il offre la sagesse, mais exige le respect. Et c'est peut-être pour cette raison que tout le monde ne maîtrise pas le rêve lucide. La frontière est fragile entre contrôle et abandon. Lorsque le rêveur tente de trop manipuler le scénario, le rêve s'effondre. Les images se déforment, l'environnement se dissout et le rêveur s'éveille. C'est comme si l'inconscient lui disait « Tu n'es pas encore prêt ». Mais lorsqu'il y a équilibre, lorsque l'ego observe sans s'imposer, le rêve s'étend et devient presque infini. C'est à ce moment-là que l'expérience cesse d'être scientifique pour devenir spirituelle. On rapporte des cas de rêveurs lucides affirmant avoir acquis des compétences en rêve. Des musiciens composaient des mélodies entières pendant leur sommeil. Des artistes visualisaient des œuvres complètes. Et même des athlètes pratiquaient des mouvements complexes. En 2011, des chercheurs suisses ont testé cette hypothèse. Ils ont demandé à des rêveurs lucides d'effectuer des squats pendant leurs rêves et ont constaté qu'au réveil, leur rythme cardiaque s'était accéléré exactement comme s'ils avaient effectué l'exercice physiquement. Le corps, d'une certaine manière, réagissait à ce que l'esprit ressentait dans le monde du rêve. Mais il existe des histoires encore plus impressionnantes. Un homme nommé David, après des années de cauchemars récurrents où une ombre le hantait, décida d'affronter ce rêve consciemment. Pendant des mois, il pratiqua des techniques de lucidité jusqu'à ce qu'il puisse reconnaître le cauchemar au fur et à mesure qu'il se déroulait. Cette nuit-là, lorsque l'ombre réapparut, il prit une grande inspiration et dit « Si tu fais partie de moi, alors montre-moi ce que tu veux ». L'ombre s'approcha lentement, tendit la main et, à sa grande surprise, le serra dans ses bras. L'instant d'après, il se réveilla en pleurs. Il ne fit plus jamais ce cauchemar. Jung appellerait cela la réconciliation avec l'ombre. Pour lui, chaque symbole de peur dans un rêve représente une part refoulée de l'âme en quête d'intégration. En l'acceptant, David a non seulement vaincu sa peur, mais aussi retrouvé une part perdue de lui-même. Le rêve lucide, en ce sens, est une thérapie profonde menée par la psyché elle-même. L'inconscient ne cherche pas à détruire l'ego, il veut le compléter. D'autres personnes rapportent des expériences qui défient toute explication logique. Une femme rêva lucidement qu'elle visitait la maison de son enfance, détruite des années auparavant. Elle y trouva une boîte aux lettres qu'elle avait oubliée. Dans ce rêve, elle en ouvrit une et lut un passage qui la bouleversa profondément.
Le lendemain, poussée par la curiosité, elle retourna à l'emplacement de la maison, parmi les décombres, retrouva la même boîte, contenant les lettres intactes. Elle ne s'en souvenait pas avant ce rêve. Était-ce une coïncidence? Ou son inconscient emmagasinait-il des souvenirs inaccessibles, attendant le moment propice pour les révéler? Ces cas ne sont pas isolés. On trouve des témoignages de personnes ayant résolu des problèmes mathématiques, trouvé des solutions créatives et même créé des inventions lors de rêves lucides. Einstein, par exemple, a rapporté que ses idées les plus révolutionnaires provenaient d'images oniriques. Il ne pratiquait pas délibérément le rêve lucide, mais il décrivait des états de conscience similaires des moments où il voyait, en rêve, des formules et des théories prendre forme devant lui. Jung interprétait cela comme l'inconscient collectif à l'œuvre, une intelligence universelle à laquelle nous avons tous accès lorsque l'ego sommeille. Mais toutes les expériences ne sont pas paisibles. On rapporte des cas de personnes qui, après avoir trop essayé de contrôler leurs rêves, ont commencé à vivre des épisodes de paralysie du sommeil. Le corps s'éveille, mais le cerveau reste coincé entre deux mondes. Elles se sentent conscientes, mais incapables de bouger. Certaines décrivent des silhouettes autour du lit, des ombres, des voix. La science les décrit comme des hallucinations hypnopompiques, les résidus du rêve se superposant à l'état de veille. Jung y voyait le signe d'un déséquilibre entre le conscient et l'inconscient. Le portail s'est ouvert, mais l'ego est entré sans autorisation. La frontière entre rêve lucide et délire est ténue. C'est pourquoi Jung pensait que la bonne voie n'est pas de dominer le rêve, mais d'apprendre à dialoguer avec lui. L'inconscient parle par image. Lorsqu'on tente d'imposer sa volonté, le symbole se brise. Mais lorsqu'on écoute, il devient un guide. Il existe une profonde différence entre contrôler et comprendre. Contrôler est le geste de l'ego. Comprendre est le geste de l'âme. Une histoire peu connue illustre cela de manière frappante. En 1985, un moine tibétain nommé Tenzin Wangyal Rinpoché a raconté avoir enseigné la pratique du rêve lucide connue dans le bouddhisme sous le nom de « yoga du rêve » à un groupe de scientifiques occidentaux. Au cours de cette expérience, l'un des participants a décrit avoir rencontré une figure lumineuse dans son rêve, qui lui a appris à respirer d'une manière spécifique. À son réveil, il a essayé de répéter cette respiration et a réalisé qu'elle était identique à une technique ancienne décrite dans des textes tibétains qu'il n'avait jamais lus. D'où provenait cette information? De l'inconscient personnel, de l'inconscient collectif, ou d'autres choses? Ces coïncidences entre expériences individuelles et traditions spirituelles ancestrales renforcent l'affirmation de Jung. L'inconscient est intemporel. Il porte en lui la sagesse des générations. Les images qui surgissent dans les rêves ne sont pas des créations isolées, mais des fragments d'un vaste héritage symbolique partagé par l'humanité. C'est pourquoi des personnes de cultures différentes rêvent de thèmes similaires: la chute, le vol, le miroir, la mer. Ce sont des archétypes, des schémas psychiques universels. Le rêve lucide est le moment où ces archétypes deviennent conscients et peuvent être transformés. Mais l'inconscient a-t-il des limites? Que se passerait-il si le rêveur survivait au rêve lucide? Certains expérimentateurs rapportent une expérience presque impossible à décrire. Ils affirment qu'à un certain moment, le rêve cesse d'avoir forme. Tout se dissout dans la lumière, le son et la pure conscience. Il n'y a plus de corps, plus de pensée. Juste la sensation d'être éveillé au cœur d'un infini. La science appelle cet état hyperlucidité. Jung le qualifierait de rencontre avec le soi, le point où l'individu s'unit au tout. C'est l'expérience que les mystiques de différentes traditions qualifient d'illumination, de samadhi ou d'union divine. Le rêve lucide, dans ce cas, devient une porte vers la transcendance. Il y a un passage curieux dans les écrits de Jung où il décrit un rêve personnel. Il se trouvait dans une maison ancienne, descendant des escaliers vers des étages de plus en plus anciens. Au dernier étage, il découvrit une grotte préhistorique et un hôtel d'ossements. Il se réveilla avec la conviction d'avoir rêvé l'inconscient collectif lui-même, les couches les plus profondes de l'âme humaine. Je ne rêvais pas simplement quelque chose qui m'appartenait, écrivit-il. Je rêvais quelque chose d'ancestral. Ce récit fait parfaitement écho à ce que de nombreux rêveurs lucides décrivent lorsqu'ils plongent profondément dans leurs rêves, la sensation de toucher quelque chose qui ne leur appartient pas, mais qui parle à travers eux. À partir d'expériences comme celle-ci, Jung a conclu que l'inconscient est un champ de communication entre tous les êtres humains. Chaque rêve est une tentative du soi de restaurer l'unité perdue. Le rêve lucide, dans ce contexte, est le moment où le messager et le destinataire se reconnaissent comme un. Mais tout le monde n'est pas prêt à regarder aussi profondément. Certaines personnes, parvenues à ce point de lucidité, ressentent un vertige si intense que le rêve s'effondre. C'est comme si la psyché protégeait le rêveur d'un excès de lumière. L'âme, disait Jung, a son propre rythme. Elle s'ouvre lorsque l'ego apprend à respecter le mystère.
Le plus surprenant est peut-être que, contrairement à ce que beaucoup pensent, le rêve lucide n'est pas rare. Des études récentes montrent qu'environ la moitié de la population mondiale a vécu au moins un épisode de rêve lucide. Ce qui change, c'est la fréquence et le contrôle. Et plus une personne observe ses rêves, plus l'inconscient réagit. C'est un dialogue qui se renforce avec le temps. Et si chaque nuit, sans nous en rendre compte, nous répétions l'art de nous réveiller au sein de notre propre vie? Ce que Laberge a prouvé avec des instruments et des électrodes, Jung l'avait déjà pressenti avec son cœur. La conscience est plus grande que toute définition. Le rêve lucide rappelle que l'esprit humain est capable de transcender des limites que ni le temps ni l'espace ne peuvent limiter. Il prouve que, dans le silence du sommeil, une intelligence observe, crée et guide. Aujourd'hui, des décennies après les découvertes de Laberge, de nouvelles expériences continuent d'approfondir le mystère. Les scientifiques étudient la possibilité d'utiliser le rêve lucide pour traiter les traumatismes, la dépression et l'anxiété. Ils apprennent aux patients à reconnaître les cauchemars et à les transformer en expériences positives. Dans certains cas, le simple fait de réaliser que l'on rêve suffit à réduire des années de souffrance nocturne. L'inconscient, lorsqu'on l'écoute, guérit. Mais il y a aussi un côté philosophique qui persiste, et peut-être le plus dérangeant de tous. Si nous pouvons être conscients dans un rêve et le croire réel, comment savoir si nous sommes vraiment éveillés maintenant? Et si la vie n'était qu'une forme plus stable de rêve lucide? Jung répondrait que la différence ne réside pas dans le contexte, mais dans la conscience. Être éveillé, pour lui, ne signifie pas voir la réalité extérieure, mais reconnaître le symbolisme intérieur. La véritable lucidité ne consiste pas à ouvrir les yeux, mais à voir ce qui se cache derrière. Ainsi, le rêveur et le scientifique se rencontrent au même point, le premier par l'expérience, le second par la preuve. Tous deux parviennent à la même révélation, un monde entier se déroule en nous, aussi vaste que l'univers. Lorsque Laberge aperçut pour la première fois le signal du mouvement oculaire sur l'écran, il ne confirmait pas seulement une hypothèse. Il ouvrait une porte que Jung avait entrevue des décennies plus tôt, au plus profond de notre psyché. Une porte qui, une fois franchie, change à jamais notre perception de la réalité. Et c'est peut-être ce que l'inconscient tente de nous enseigner chaque nuit, que la réalité ne s'arrête pas là où nous ouvrons les yeux, et que la conscience, cette flamme silencieuse qui s'éveille parfois au cœur des rêves, est le véritable lien entre ce que nous rêvons et qui nous sommes. Car au fond, peut-être ne sommes-nous pas seulement des êtres qui rêvent, peut-être sommes-nous le rêve lui-même qui se rêve à travers nous. Que se passe-t-il dans l'esprit lorsqu'il réalise qu'il rêve? Qu'est-ce qui s'éveille véritablement à ce moment-là? La conscience ou quelque chose de plus ancien et de plus profond? Quelque chose qui existait avant même que nous ayons des mots pour nommer la peur? Jung pensait que le rêve lucide n'était pas seulement une curiosité psychologique, mais le signe que l'inconscient et le conscient communiquaient enfin sans intermédiaire. Le rêve lucide serait donc le moment précis où l'ego reconnaît le miroir et voit, pour la première fois, le visage de sa propre âme. Pendant des années, la science a tenté de mesurer et de classer ce phénomène, mais Jung le percevait symboliquement. Il disait qu'au réveil, l'être humain touche ce qu'il appelait l'ombre, la part oubliée, refoulée et rejetée de la psyché. Cette ombre est l'autre en nous, la face que nous refusons de voir, mais qui persiste à exister. Dans les rêves lucides, elle se manifeste directement, tantôt comme un personnage, tantôt comme un décor, tantôt comme un événement défiant toute logique. Et plus nous cherchons à y échapper, plus elle grandit. L'inconscient a une mission, révéler ce que nous nous cachons. Il y a des rêves où le rêveur s'éveille, l'espace d'un instant, croit pouvoir tout faire. Il change de décor, vole, crée des mondes. Mais bientôt, quelque chose se produit. Une ombre apparaît, un bruit lointain s'amplifie, le sol s'effondre. C'est l'inconscient qui rappelle à l'ego que l'illusion du contrôle a des limites. Jung expliquait que l'inconscient ne tolère pas la manipulation. Il veut être compris, non dominé. Lorsque le rêveur tente d'agir comme un dieu dans le rêve, l'inconscient réagit, créant instabilité, images déformées et parfois cauchemars. C'est une façon symbolique de dire « tu ne comprends toujours pas ». Des récits confirment cette dynamique. Un homme rêva lucidement d'un champ ensoleillé, d'un endroit calme et magnifique. Il décida de fonder une maison, ce faisant, il ressentit une puissance immense, presque enivrante. Mais soudain, le ciel s'assombrit. Des vents violents se levèrent, la maison s'écroula et une silhouette aux yeux vides apparut devant lui. Il essaya de se réveiller, en vain. Puis il entendit une voix lui dire « Tu veux créer, mais tu ne veux pas connaître le Créateur ». À son réveil, il tremblait. Il passa des semaines à essayer de comprendre la signification de ce rêve, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il contrôlait tout son travail, ses proches, ses sentiments ne laissant aucune place au hasard. Ce rêve l'avait démasqué. C'est l'essence même de l'ombre,
Elle apparaît lorsque l'ego se croit invincible. Jung disait que la confrontation avec l'ombre est inévitable, et que la lucidité, en rêve comme dans la vie, en est le début. Lorsque nous regardons de face ce que nous évitons, quelque chose change à jamais. Le rêve lucide devient un miroir où rien ne peut être caché. Colère, peur, culpabilité, arrogance, tout prend forme. L'inconscient transforme les émotions en images pour que nous puissions les reconnaître. Mais il y a des moments où l'ombre ne se présente pas comme un monstre. Parfois, elle apparaît comme une voix calme, une silhouette familière, voire un lieu. Un homme a raconté que, dans un rêve lucide, alors qu'il traversait une forêt, il entendit quelqu'un l'appeler. Il se retourna et vit son propre père, décédé des années auparavant. Son père le regarda et lui dit « Tu essaies encore de réussir seul, comme si cela pouvait te libérer. » Le rêveur se réveilla en pleurs. Ce n'était pas son vrai père, mais une représentation symbolique de son autorité intérieure, la part qu'il devait réconcilier pour grandir. Ces expériences montrent que la lucidité dans les rêves n'est pas une question de contrôle, mais de conscience. C'est l'inconscient qui tente de nous enseigner, symboliquement, ce que nous oublions à l'état de veille. Et parfois, cette leçon est dure. Certaines personnes rapportent ressentir des douleurs physiques pendant leurs rêves lucides, un phénomène que la science n'explique pas encore complètement. D'autres rapportent entendre des voix, percevoir des présences ou voir des figures qui semblent indépendantes de leur volonté. Jung croyait que l'inconscient possède une autonomie et que les personnages des rêves sont des fragments vivants de la psyché des parties qui pensent, ressentent et agissent par elles-mêmes. Lorsqu'ils deviennent conscients, ils exigent d'être entendus. Il existe un cas célèbre parmi les rêveurs lucides. Lors d'un épisode lucide, un rêveur demanda à une figure du rêve « Êtes-vous réel ou n'êtes-vous qu'une invention de mon esprit ?» La figure répondit « Et vous, êtes-vous réel ?» L'homme se réveilla paniqué, incapable d'oublier l'apparence de cette présence. Pendant des semaines, cette question le hanta. Jung disait que le rêve avait atteint son but, briser l'illusion que l'ego est au centre de tout. L'inconscient, observé de près, semble posséder un humour qui lui est propre. Il est mystérieux, imprévisible et, d'une certaine manière, intelligent. Il organise le chaos, mais le provoque aussi si nécessaire. Une étrange sagesse se cache derrière ses méthodes. Il crée des conflits, des scénarios, des personnages, tout cela pour que le rêveur perçoive quelque chose qu'il était trop aveugle pour voir. Parfois, il répète le même rêve des dizaines de fois jusqu'à ce qu'il en comprenne la leçon. Jung appelait cela la compensation psychique. L'inconscient crée des expériences qui équilibrent les excès de l'ego. Si vous êtes trop froid, le rêve vous submerge d'émotions. Si vous êtes passif, le rêve vous pousse au combat. Si vous êtes arrogant, le rêve vous confronte à l'humiliation. Et le plus intrigant, c'est que, dans le rêve lucide, cette compensation peut être vécue consciemment. C'est comme si l'inconscient disait « Regarde ce que tu te fais. » Et quand tu le vois, tu changes. Mais l'ego ne l'accepte pas toujours. Dans certains cas, le rêveur prend conscience de sa lucidité et tente d'échapper à la vérité. Il se force à se réveiller, change de décor et se distrait en créant des choses sans rapport. Et alors, le rêve commence à s'effriter. Les couleurs s'estompent, l'air devient lourd, le corps devient insensible. C'est à ce moment que se produit ce que beaucoup appellent un « effondrement du rêve », le moment où l'inconscient reprend le contrôle et où le rêve devient le sien. Jung interprétait cela comme le retour à l'équilibre de la psyché, l'inconscient se protégeant de toute invasion. On rapporte des cas de personnes ayant vécu un effondrement et se réveillant dans un autre niveau de rêve, croyant être éveillées. Ce phénomène, appelé « faux réveil », est l'un des plus perturbants. On croit s'être réveillé, que le rêve est terminé, mais quelque chose cloche. Les choses semblent légèrement différentes, les lumières ne s'allument pas, le miroir reflète un autre visage. Le sentiment d'éloignement grandit jusqu'à ce que la peur devienne insupportable. Ce n'est qu'alors que le rêveur se réveille vraiment, en sueur, incertain d'être vraiment éveillé. Cette interaction entre le réel et l'imaginaire révèle comment l'esprit peut créer des niveaux de perception. Jung voyait dans le faux réveil un symbole de la difficulté à accepter sa propre vérité. C'est l'inconscient qui dit « ce n'est pas encore la fin ». Il existe aussi l'autre extrême, les personnes qui restent trop longtemps dans des rêves lucides et ont du mal à y revenir. Elles rapportent une sorte de dissolution du corps, comme si le rêve était devenu plus réel que la vie éveillée. La frontière devient floue. Jung y voyait le danger de l'identification à l'inconscient lorsque l'ego perd ses amarres et fusionne complètement avec les images. À ce stade, l'esprit entre dans un état d'extase, mais aussi de risque. L'inconscient est trop vaste pour être habité en permanence. L'équilibre entre les deux mondes est essentiel. Et si le rêve lucide n'était qu'un entraînement à la lucidité dans la vie? Et si chaque image, chaque silhouette, était un miroir de nos comportements éveillés?
Il existe un type de rêve lucide qui suscite un intérêt particulier chez les psychologues, celui où le rêveur, au lieu de manipuler l'environnement, se contente d'observer et de dialoguer avec ce qu'il rencontre. Ces expériences donnent lieu à des dialogues profonds et inattendus. Un jeune homme a raconté avoir demandé à un personnage de rêve « Pourquoi es-tu ici ?» La réponse a été « Pour te rappeler ce que tu as promis et oublié ». À son réveil, il ignorait totalement le sens de cette phrase. Des mois plus tard, en relisant de vieux journaux intimes, il a retrouvé les notes d'un rêve d'enfance dans lequel il se jurait de ne jamais devenir comme ces adultes fatigués qui ne vivent que pour le travail. Il avait oublié. Le rêve n'a fait que restaurer son engagement initial. L'inconscient possède une mémoire que le temps ne peut effacer. Tout ce que nous vivons, pensons ou ressentons est enregistré quelque part, attendant le moment propice pour émerger. Le rêve lucide est le moyen le plus direct d'accéder à ces archives. Et lorsque cela se produit, l'impact est inévitable. L'esprit, confronté à sa propre profondeur, est transformé à jamais. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui dépasse la psychologie. De nombreux rêveurs lucides rapportent des expériences qui semblent transcender le personnel. Ils parlent de rencontres avec des présences qui se comportent non pas comme des créations mentales, mais comme des entités autonomes. Certains voient des figures lumineuses, d'autres entendent des voix transmettre des messages, d'autres encore se sentent en contact avec une intelligence supérieure. La science appelle cela des constructions symboliques de l'inconscient. Jung les qualifierait de manifestations du soi, la totalité divine dans l'âme. Pour lui, le soi est le point où l'humain touche au sacré. Le rêve lucide serait l'autel où cette rencontre a lieu. Mais le sacré, lorsqu'il se manifeste, suscite aussi la peur. Certains se réveillent en hurlant, le cœur battant, incertains du bien ou du mal qu'ils ont vu. Jung disait que l'inconscient n'est pas moral. Il contient tout, la lumière et l'obscurité. C'est au conscient de discerner. Le rêve lucide est donc un terrain d'essai. C'est là que nous mettons à l'épreuve notre courage, notre foi et notre intégrité. Nos réactions dans le rêve révèlent qui nous sommes lorsque personne ne nous regarde. Il existe des témoignages de personnes qui ont été complètement transformées après de telles expériences. Un homme sceptique, athée convaincu, a raconté que, lors d'un rêve lucide, il s'est senti flotter dans un espace de pure lumière. Il n'y avait ni image ni forme, seulement un sentiment indescriptible d'unité. Il s'est réveillé en pleurs, incapable d'expliquer ce qu'il avait ressenti. Depuis, il étudie la spiritualité, sans appartenance à aucune religion. Il a déclaré que ce rêve l'avait convaincu qu'il existe quelque chose au-delà de l'esprit. Jung dirait qu'il a fait l'expérience du soi, la manifestation de la plénitude. Mais la révélation n'est pas toujours paisible. Dans d'autres cas, la rencontre avec le soi s'accompagne de crises émotionnelles. L'inconscient, révélant son ampleur, peut provoquer des vertiges. C'est ce que Jung appelait la « nuit obscure de l'âme », le moment où la conscience prend conscience de l'ampleur du mystère qu'elle porte en elle. Le rêve lucide, lorsqu'il atteint ce stade, cesse d'être un rêve pour devenir une initiation. Parfois, ce processus est précédé de signes curieux. Le rêveur remarque que l'environnement change de texture, que les couleurs deviennent plus vives et que des sons semblent provenir de l'intérieur du corps. On rapporte que des personnes entendent un bourdonnement croissant avant de passer à un état de lucidité totale. D'autres rapportent ressentir une énergie parcourir leur corps, semblable à la sensation de se réveiller, mais sans ouvrir les yeux. C'est le seuil entre deux mondes, le moment où l'âme semble s'épanouir. Et c'est à ce seuil que l'essentiel se produit. Le rêveur réalise que le rêve n'est pas seulement le sien. Quelque chose de plus grand guide les images, comme si l'inconscient avait sa propre intention. Cette prise de conscience change tout. Il cesse d'être le créateur et devient l'observateur d'une intelligence qui le dépasse. Cette intelligence ne s'exprime pas en mots, mais en symboles vivants. Et plus le rêveur s'abandonne, plus le rêve se révèle. Dans certains cas, le rêve lucide se termine par un sentiment de mission accomplie. Le rêveur se réveille avec une idée claire de ce qu'il avait besoin de comprendre. D'autres fois, il se réveille perturbé, certain que quelque chose a été commencé et reste à terminer. L'inconscient ferme rarement des portes. Il ouvre des voies. Il existe une histoire remarquable, celle d'une femme qui rêvait sans cesse d'un garçon enfermé dans une maison obscure. Pendant des mois, elle tenta de le libérer, mais sans succès. Un jour, grâce à ce rêve, elle retrouva la lucidité et décida d'arrêter de forcer la sortie. Elle s'assit devant le garçon et lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis le jour où tu as cessé de croire en toi ». À son réveil, elle se souvint d'un vieux traumatisme, une humiliation publique où elle avait décidé de ne plus jamais se dévoiler. Le garçon était la part d'elle-même restée prisonnière de cet instant. Après ce rêve, elle se remit à dessiner, une activité qu'elle avait abandonnée des années auparavant.
Son inconscient l'a guéri par l'imagerie. Ces exemples montrent que le rêve lucide est plus qu'une expérience extraordinaire. C'est une forme de thérapie profonde, guidée par l'âme elle-même. La tension qu'il provoque, la peur, la surprise, tout cela fait partie d'un processus d'intégration. L'inconscient est sage, mais pas bienveillant. Il utilise tous les moyens possibles pour nous réveiller. Et c'est peut-être pourquoi, après certaines expériences, on se réveille avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose qui ne cadre pas avec le temps. L'horloge tourne pendant des minutes, mais le rêve a duré des heures, parfois des jours. L'inconscient n'obéit pas aux lois de la physique. Il évolue dans un espace différent, celui de l'esprit symbolique, où le passé, le présent et le futur se rencontrent. Jung disait que le temps de l'inconscient est celui du mythe, circulaire, éternel. Lorsque le rêveur comprend cela, quelque chose en lui change à jamais. Il comprend que chaque rêve est une leçon, chaque image un message, et que l'inconscient ne cherche pas à le troubler, mais à le guider. C'est le maître silencieux qui enseigne par métaphore. Le rêve lucide est la salle de classe où cette leçon devient consciente. Mais une question demeure, que veut l'inconscient, après tout? Pourquoi s'obstine-t-il à nous réveiller dans nos rêves? Jung croyait que le but ultime est l'individuation, le processus par lequel un être humain devient entier, unissant ses parties conscientes et inconscientes. Le rêve lucide est une répétition de cette unité. C'est lorsque l'ego et l'inconscient se confrontent et réalisent qu'ils ne forment qu'un seul système. Le conflit entre eux n'est que la friction de la création. Lorsque cette compréhension s'opère, la peur disparaît. Le rêveur réalise qu'il n'y a pas d'ennemi dans le rêve, seulement des voix qui réclament son attention. Il cesse de lutter contre les images et commence à les accompagner. Le rêve devient léger, transparent, presque serein. À ce moment-là, l'inconscient s'ouvre complètement. Les paysages resplendissent, les personnages se multiplient et tout semble respirer à l'unisson. Le rêveur sent le monde le regarder. L'inattendu se produit. Le rêve change de ton, l'air se charge, et le rêveur entend quelque chose, une phrase, un nom, une chanson. C'est l'appel. Jung disait que lorsque l'inconscient fait confiance au rêveur, il l'invite à aller plus loin. C'est la traversée finale, le prélude à la transformation. Rares sont ceux qui acceptent de suivre, car le chemin est irréversible. Mais ceux qui le font s'éveillent à une lucidité qu'aucune vie éveillée ne peut offrir. Et c'est précisément là que le mystère commence à se dissiper. Le rêveur réalise que tout ce voyage, la peur, l'ombre, le contrôle, la perte n'était que le prélude à un instant unique, celui de reconnaître l'inconscient non pas comme quelque chose de séparé, mais comme le cœur même de l'existence. Et lorsqu'il comprend cela, il s'éveille non seulement dans le rêve, mais dans la vie. L'esprit humain est le plus grand des rêves. Et peut-être la lucidité que nous recherchons la nuit n'est-elle qu'une répétition de ce que nous expérimenterons un jour, éveillés, la pleine conscience d'être le miroir même qui nous observe. Il arrive un moment où l'esprit, las de chercher à l'extérieur, commence à regarder à l'intérieur. C'est un mouvement presque imperceptible, comme une respiration plus profonde après un long silence. C'est ainsi que Jung décrivait le début du processus d'individuation, le moment où un être humain comprend que tout ce qu'il cherchait dans le monde extérieur, réponse, signe, direction, était toujours en lui, attendant patiemment qu'il se souvienne. Et le rêve lucide est peut-être le symbole le plus pur de ce souvenir. Car c'est dans le rêve lucide que l'ego reconnaît enfin la voix de l'inconscient et accepte de dialoguer avec lui, non pas comme quelqu'un cherchant à dominer, mais comme quelqu'un cherchant à comprendre. Chaque nuit de notre vie, nous franchissons les mêmes limites invisibles. Nous dormons, nous trébuchons, nous rêvons, nous oublions. Mais entre deux oublis, l'inconscient œuvre. Il recousu, guérit, équilibre. C'est l'alchimiste silencieux de l'âme. Le rêve lucide, c'est le moment où l'on entre dans le laboratoire et où l'on le voit à l'œuvre. C'est le moment où l'on comprend que tout ce que l'on croyait chaotique, les peurs, les répétitions, les désirs confus sont des réactions chimiques de la psyché qui tentent de créer une formule d'équilibre. Jung appelait cela l'opus, le grand travail intérieur. Mais que faisons-nous de ces connaissances le matin venu? Que faisons-nous lorsque notre corps se réveille, que le café refroidit et que le bruit du monde nous distrait à nouveau? Que faisons-nous de ce que nous apprenons dans nos rêves? Jung disait qu'un rêve incompris est comme une lettre non ouverte de l'inconscient. Et les lettres non ouvertes sont envoyées encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de les lire. La première étape est simple, mais exige de la sincérité, se souvenir. Au réveil, avant de vous lever, fermez les yeux quelques secondes de plus et demandez-vous ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu, ce qui est resté. Ne cherchez pas la logique, recherchez l'émotion. L'inconscient ne parle pas en mots, il parle en sensations. Et c'est en elle que réside le message. Écrivez. Notez tout ce dont vous vous souvenez, même si cela semble confus. Écrire est un rituel de traduction. C'est là que l'invisible prend forme. Petit à petit,
vous remarquerez des schémas. Des images qui se répètent, des symboles qui persistent. Une maison, un miroir, une route. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Chaque symbole porte en lui une part de vous qui tente de s'exprimer. Et plus vous écoutez, plus votre inconscient vous fait confiance. Il commence à répondre plus clairement, comme pour dire « Maintenant, vous êtes prêt ». La pratique du rêve lucide n'est qu'un outil, mais la véritable lucidité commence en appliquant le même principe qu'à l'état de veille. Questionnez la réalité. Observez vos pensées. Remarquez vos réactions automatiques. Le rêve lucide est l'entraînement à la vie lucide. Dans le rêve, on se demande « Est-ce que je rêve ?» Dans la vie, la question devient « Suis-je présent ?» Combien de fois avez-vous vécu une journée entière sans être réellement présent? Combien de fois avez-vous réagi, parlé ou choisi sans en avoir conscience? C'est ainsi que l'inconscient règne, non pas comme un ennemi, mais comme un pilote automatique. La lucidité, en rêve comme dans la vie, c'est prendre le contrôle avec compassion. Il ne s'agit pas de résister à l'inconscient, mais de collaborer avec lui. Jung croyait que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, un noyau de conscience qu'il appelait le soi. Le soi est l'architecte secret de l'âme. Il guide l'ego à travers des symboles, des coïncidences et des intuitions. Le rêve lucide est le moment où l'ego perçoit cette présence et, pour la première fois, dit « Je te vois ». C'est la réunion entre l'humain et le divin en nous. Mais ces retrouvailles exigent du courage. L'inconscient n'est pas un lieu de réconfort. C'est une forêt dense, peuplée de voix, de miroirs et d'ombres. Y pénétrer est un acte de foi. Et chaque fois que vous vous réveillez dans un rêve, c'est comme si vous disiez à l'univers « Je suis prêt à savoir qui je suis ». C'est le début d'une véritable transformation. Mettre ces connaissances en pratique est un exercice d'observation. Observez vos rêves, mais aussi vos réactions quotidiennes. Remarquez ce qui vous irrite, ce qui vous enchante, ce qui vous effraie. Ce sont autant de fragments de l'inconscient qui se manifestent au quotidien. Quand quelque chose vous dérange chez les autres, demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» Jung disait que ce qui nous dérange le plus chez les autres est précisément ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. C'est l'ombre qui tente de parler. Il en va de même pour les rêves, ce qui vous hante en eux est ce que vous évitez d'affronter à l'état de veille. Reconnaître cela est la première étape. La seconde est de l'accepter. Dans un rêve lucide, face à une silhouette effrayante, votre peur se transforme. Vous réalisez qu'elle ne vous veut pas de mal, mais qu'elle veut être vue. Il en va de même dans la vie. Accepter une peur la transforme en force. Accepter une faiblesse la transforme en sagesse. Reconnaître une blessure la guérit. L'ombre cesse d'être un ennemi et devient un guide. L'inconscient est un enseignant patient mais implacable. Il enseigne par la répétition. Si vous n'écoutez pas le rêve, il se manifeste dans le corps. Si vous l'ignorez, il se manifeste dans la vie. Les mêmes schémas se répètent jusqu'à ce que vous ayez appris la leçon. Le rêve lucide vous permet d'apprendre directement, sans avoir à attendre que la souffrance vous enseigne. Mais il existe un danger caché, transformer la quête de lucidité en une nouvelle forme de contrôle. Le rêve lucide ne consiste pas à commander, mais à écouter. Contrôler le rêve est la même erreur que l'ego éveillé, vouloir dominer l'incontrôlable. La véritable liberté naît de l'abandon. Lorsque vous comprenez que le rêve fait partie de vous, mais ne vous appartient pas, quelque chose s'ouvre. Vous cessez d'être le créateur et devenez le coopérateur. C'est à ce moment-là que l'expérience devient sacrée. Jung disait que l'âme ne parle jamais à voix haute, mais toujours avec autorité. L'inconscient ne crie pas, il suggère. Il murmure à travers des symboles, des coïncidences, des prémonitions. Lorsqu'on commence à y prêter attention, le monde entier devient un message. Une rencontre inattendue, une phrase fortuite, une chanson tombée au bon moment. Tout semble guidé par une intelligence invisible. C'est l'inconscient collectif en action. Le rêve lucide vous entraîne à reconnaître ce langage. En lui, vous apprenez à déchiffrer les symboles. En dehors de lui, vous réalisez que la vie parle aussi en symboles. Le monde est un rêve collectif, et la conscience est ce qui le maintient. Lorsque vous vous éveillez à la vie, vous commencez à participer consciemment à la création. Beaucoup se demandent, mais est-il possible de vivre toujours lucidement? Jung répondrait que la lucidité totale est un idéal, et non un état permanent. Nous sommes faits d'alternance, lumière et ombre, veille et sommeil, raison et émotion. L'équilibre réside dans la capacité à naviguer entre ces opposés. Le rêve lucide rappelle simplement que la conscience peut exister même au cœur du chaos. Si elle peut s'éveiller dans l'inconscient, elle peut aussi s'éveiller dans n'importe quelle situation de la vie. Par conséquent, la pratique ne consiste pas à maîtriser les rêves, mais à cultiver la présence. Avant de dormir, répétez l'intention « Quand je rêve, je saurai que je rêve ». C'est une phrase simple mais puissante. Elle sème l'attention dans l'esprit.
Progressivement, vous commencerez à remarquer quand quelque chose n'a pas de sens, à l'intérieur comme à l'extérieur du rêve. Vous reconnaîtrez les répétitions, les schémas, les signes. La lucidité n'est pas un événement, c'est une habitude. Le journal de rêve est le terreau où cette graine germe. Écrire est une forme de dialogue avec l'inconscient. En enregistrant, vous construisez des ponts. L'inconscient comprend que vous l'écoutez et commence à parler plus clairement. Utilisez des symboles, des dessins et des mots isolés. L'important est de créer un langage personnel. N'essayez pas d'interpréter immédiatement. Observez simplement. Le sens émerge avec le temps. Au fil des jours, quelque chose change. Les rêves cessent d'être étranges et deviennent familiers. Vous commencez à reconnaître des visages, des lieux, des émotions. L'inconscient cesse de vous sembler étranger et devient une présence amicale. Vous comprenez qu'il n'a jamais été contre vous, il attendait simplement votre réveil. Et l'éveil, disait Jung, est le plus grand défi humain. Il ne s'agit pas d'ouvrir les yeux, mais d'accepter ce qui a toujours existé. C'est comprendre que la réalité extérieure est le reflet du monde intérieur. Le rêve lucide est une répétition de cette perception. Dès que l'on comprend que le scénario répond à ce que l'on ressent, on réalise que la même chose se produit dans la vie. Les circonstances extérieures sont subtilement façonnées par nos croyances et nos émotions. Non pas de manière magique, mais psychologique, notre interprétation du monde modifie notre expérience. Si vous entrez dans un rêve avec peur, il se transforme en cauchemar. Si vous l'entrez avec confiance, il se transforme en voyage. Il en va de même pour la vie. La conscience crée l'atmosphère. Et c'est ce que le rêve lucide nous enseigne le plus directement, le monde est le miroir de ce que nous portons en nous. Mais la plus grande leçon est peut-être l'humilité. Lorsque l'ego s'éveille dans l'inconscient, il réalise sa petitesse comparée à l'immensité de l'âme. Et, paradoxalement, c'est cette humilité qui fait sa grandeur. Car seuls ceux qui reconnaissent le mystère peuvent en être transformés. L'application pratique de cette connaissance est simple, mais elle exige de la constance. Observez vos rêves, écrivez, réfléchissez. Pratiquez la pleine conscience tout au long de la journée. Demandez-vous, suis-je éveillé? Non pas physiquement, mais émotionnellement. Suis-je conscient de ce que je ressens? De ce que je choisis? De ce que je répète? Chaque fois que vous faites cela, vous brisez un cycle automatique. La lucidité grandit silencieusement, mais ses effets sont profonds. Et surtout, n'oubliez pas, l'ombre n'est pas une erreur, c'est une part de vous qui réclame reconnaissance. La peur, le doute, la jalousie, la colère, tous ces états sont des formes déformées d'énergie vitale. Réprimés, ils nous rendent malades. Accueillis, ils guérissent. L'inconscient est le miroir de la totalité, et l'intégration de ses composantes est le véritable but de la connaissance de soi. Le rêve lucide n'est donc pas un phénomène extraordinaire réservé à quelques privilégiés. C'est un rappel ancien que nous pouvons être conscients même dans le sommeil le plus profond. Il existe une étincelle de conscience qui ne s'éteint jamais, même dans les heures les plus sombres. Cette étincelle, c'est le soi. Et lorsqu'elle se manifeste, tout change. Imaginez ce que ce serait de vivre ainsi, avec cette lucidité constante. De voir le monde non pas comme une suite de coïncidences, mais comme une intrigue intelligente où chaque détail a un sens. Il ne s'agit pas de voir des miracles, mais de percevoir le miracle qui a toujours été là. L'arbre, le vent, les gens, les gestes, tout prend un nouvel éclat. Car la conscience éveillée transforme le banal en sacré. Et c'est là que le chemin rejoint la pratique. La lucidité n'est pas un don, c'est une culture. Commencez doucement. Au réveil, avant de consulter votre téléphone, respirez profondément et demandez-vous, qui a rêvé de moi la nuit dernière? Cette simple question vous reconnecte à votre âme. Avant de vous endormir, remerciez votre inconscient de vous guider, même si vous ne comprenez pas. Cette attitude de gratitude ouvre la voie au dialogue. L'inconscient parle mieux à ceux qui le respectent. Avec le temps, vous remarquerez que vos rêves commencent à changer. La peur s'estompe, les symboles gagnent en clarté. Et une nuit, sans prévenir, vous réaliserez dans votre rêve que vous rêvez. Vous regarderez autour de vous et comprendrez que chaque détail est fait de vous. Et vous sourirez. C'est à ce moment-là que l'inconscient et le conscient deviennent alliés. Dès lors, le monde éveillé change lui aussi. Les gens restent les mêmes, les lieux restent les mêmes, mais la perspective change. On commence à vivre avec une attention qui semblait auparavant impossible. Chaque geste a un sens. Chaque rencontre a un but. Et la vie, auparavant perçue comme un puzzle, prend l'allure d'une conversation, la même conversation qui avait commencé dans le rêve. Jung croyait que l'être humain ne trouve la paix qu'en réalisant que la vie est symbolique. Que rien n'est littéral, tout est expression. En vivant avec cette conscience, la souffrance perd son caractère de punition et devient une invitation. La joie cesse d'être une distraction et devient communion.
L'âme cesse de supplier et se met à chanter. Le rêve lucide est essentiellement un miroir du cheminement spirituel. Il nous apprend à transcender la peur, à entendre le silence et à reconnaître le sacré dans l'ordinaire. Et c'est là la véritable lucidité, vivre en sachant que la réalité ne se limite pas à ce qui frappe à la vue. Vivre en sachant qu'un univers plus vaste nous guide, ce même univers qui nous interpelle dans les rêves, les coïncidences, les intuitions. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, rappelez-vous, le rêve lucide ne s'arrête pas au réveil. Il continue, déguisé en une journée normale. Chacun de vos gestes est un choix entre dormir ou rester éveillé. Chaque mot, une graine de conscience ou d'oubli. Chaque instant est une chance de s'éveiller un peu plus. Et c'est peut-être ce que Jung voulait dire lorsqu'il écrivait que le but de la vie n'est pas la perfection, mais la plénitude. Être entier, c'est être éveillé au cœur des rêves, cheminer consciemment dans son propre inconscient, se reconnaître en toute chose. Alors, la prochaine fois que vous fermerez les yeux, ne demandez pas seulement à rêver. Demandez à vous souvenir. Demandez à comprendre. Demandez à vous éveiller. Car chaque rêve est une invitation, et chaque éveil est une réponse. Et si ce message a touché quelque chose en vous, si à un moment de votre cheminement vous avez senti l'appel de l'invisible, n'oubliez pas de partager ce moment. Aimez cette vidéo, commentez même anonymement, si vous préférez, et abonnez-vous à la chaîne. Non pas comme un simple spectateur, mais comme quelqu'un qui choisit de poursuivre le dialogue avec son âme. Car peut-être votre inconscient utilise-t-il cet instant précis pour vous dire « Réveille-toi, le rêve n'est pas encore terminé ».